Alain Finkielkraut. La mémoire collective et les historiens se disputent depuis 40 ans sur la signification qu'il faut accorder à Vichy et au pétainisme. Entre ceux qui, à l'instar de Robert Harron, créditaient et créditent encore Pétain d'un double jeu constant, sinon même d'une résistance camouflée, subreptice à l'occupant, et ceux qui, après l'historien américain Paxton, affirment que dès les premiers mois de 1940, Vichy a insisté auprès des Allemands pour que ceux-ci acceptent une politique de collaboration, la divergence est totale. Sauf en ce qui concerne Laval. Mauvais génie dans un cas, figure avec Pétain et à égalité de responsabilité de la collaboration dans l'autre. Pour lui, les jeux sont faits. Les historiens confirment le jugement que la Haute Cour a prononcé à son encontre en 1945, même s'ils en déplorent le caractère expéditif et bâclé. Mais peut-être devrais-je parler au passé, car la biographie publiée chez Balland par Pierre Kupferman jette sur Laval un éclairage plus humain et donc inévitablement plus indulgent, plus pathétique que celui auquel nous étions habitués. Ce changement de tonalité méritant discussion, j'ai invité Fred Kupferman et Jean-Pierre Azéma, historien bien connu de cette période, et qui, avec son livre « De Munich à la Libération », publié au Seuil dans la série de la Nouvelle Histoire contemporaine, a même écrit le manuel universitaire le plus complet sur l'ensemble de la période. C'est du moins ce que j'ai lu dans le livre d'Henri Rousseau, l'un de nos invités récents, Le syndrome de Vichy. Et je voudrais d'abord demander à Fred Kupferman si son appréciation de Laval a changé entre le moment où il a commencé sa biographie et le moment où il l'a achevée. Et si oui, dans quel sens? Fred Kupferman. L'appréciation de Laval, elle ne date même pas des années récentes où je me suis engagé en cette biographie, puisque dans une collection de caractères universitaires, j'avais déjà publié un Laval en 1976. Je revenais sur ce sujet et tout simplement, j'avais déjà consulté des témoins, ce qui n'était pas plus mal pour moi, puisqu'un certain nombre d'entre eux ont disparu entre une biographie et une autre. En revenant sur un sujet et en examinant une totalité d'archives beaucoup plus importante, en cheminant à travers, je ne peux pas dire que j'ai eu un jugement complètement infléchi sur Laval. Je m'en aperçois aisément en comparant les deux livres. Mais il est évident que, vu de l'intérieur, vu avec tout ce que l'on apprend par les entourages et par les papiers laissés, les personnages apparaissent différents. Mais pour être clair sur ce qu'on appelle différent, je ne crois pas qu'on change quelqu'un par des demi-teintes. On reviendra sur ce point-là. Donc le problème de Laval, qui est un personnage très fortement typé et sur lesquels les jugements sont clairs et violents, ce n'est pas de dire que, à force de néanmoins, qu'on arriverait à le rattraper. Donc, je pense que nous avons devant nous un peu de temps pour expliquer, et l'un et l'autre, l'appréciation que nous portons sur Laval. Mais ce qui est exact, pour reprendre votre question initiale, c'est que j'ai non seulement nuancé, mais dans un certain cas inversé, un certain nombre de jugements que je portais au départ sur Laval, c'est vrai. Alors lesquels, justement? Qu'est-ce que vous avez inversé, puisque vous refusez les demi-teintes? D'abord, j'ai inversé ce que je pensais de sa capacité de ruser. Laval laisse une réputation de maquignon, le maquignon à Matignon, l'homme qui transporte à Paris les habitudes de la foire de Châteldon, où il n'y a jamais eu de foire d'ailleurs, ma question n'est pas là, c'est une expression du réquisitoire de Mornay. Et puis c'est une opinion qui est liée à son physique, à sa légende. D'ailleurs, dans le bon et le mauvais sens du terme, parce que du coup on le créditait. On disait c'est un roublard, il sait y faire, il va rouler, les Allemands par exemple. Or, plus je l'ai étudié, plus je l'ai découvert messianique. Plus j'ai l'impression qu'il n'y a pas de double jeu chez Laval, que son jeu est simple, et qu'il fait quelque chose qui est rarissime en politique, pas seulement chez les hommes de ruse, c'est de dire ce qu'il pense. Et alors c'est quoi son messianisme? D'abord, c'est une formidable conviction que lui, et lui seul, peut sauver la France. Il ne voyait, pendant la guerre, qu'un homme à sa mesure, et c'est De Gaulle. Il le dit. Et en dehors, il le dit,
en pensant qu'il y a deux manières de voir les choses, la sienne et celle du général de Gaulle, et pas d'autre. Jean-Pierre Azéma. Personnellement, j'ai jamais pensé non plus que pendant cette période, Laval est rusé. Je ne crois pas non plus qu'il ait mené un double jeu. Et à cet égard-là, je vous suis tout à fait. Cela étant, je poserai le problème peut-être tout à l'heure en termes un petit peu différents. Mais puisque je suis là un petit peu pour commenter un petit peu ce livre, je crois qu'il faut dire dans un premier point que d'abord c'est une bonne biographie parce que c'est une vraie trajectoire, que vous insistez bien sur le fait qu'il y a des continuités qui vont se retrouver et que vous insistez bien qu'il est tout à fait normal pour nous d'insister beaucoup plus sur 40-44, mais il y a à prendre en compte ce qui a été fait, Laval, d'avant 40. L'autre avantage aussi, je pense, de ce livre, c'est que vous mettez bien à la place de ce bonhomme, de bout en bout, que vous essayez de le comprendre, que vous essayez donc de le décoder, que vous le replacez bien dans la conjoncture précise, et je crois que là c'est une règle fondamentale pour les historiens. Et l'un des mérites, un petit peu pour répondre à l'une des questions d'Alain Finkielkraut, l'une des mérites de cet ouvrage, moi j'y étais extrêmement sensible, c'est que vous avez tenté, et je crois que vous êtes parvenu, à mes yeux, à rééquilibrer les rapports de ce couple tout à fait antagoniste et complémentaire qu'est Pétain-Laval. C'est tout à fait vrai que Pétain, grâce à la guerre froide, a été assez rapidement sorti de la zone infernale pour entrer dans une sorte de purgatoire. Purgatoire plus ou moins proche du paradis ou purgatoire plus ou moins proche de l'enfer, mais quand même le purgatoire, alors que Pierre Laval est resté très largement dans les poubelles de l'histoire. Je pense que dans le rapport de ce couple entre Philippe Pétain et Pierre Laval, il y avait lieu de rééquilibrer les choses, ce que vous avez fait. Je pense que Philippe Pétain est un faux bouclier, je pense que Philippe Pétain est un faux bonhomme bienveillant, je pense que Philippe Pétain est avant tout un homme d'ordre, et qu'il le répète jusqu'au bout, et cela a des conséquences extrêmement néfastes pour la très grande majorité des Françaises et des Français, et qu'on a eu trop tendance à faire porter le chapeau à Pierre Laval. Cela étant, ensuite, je pense que vous êtes peut-être passé de l'autre côté, et tout à l'heure, je dirais que vous prêchez peut-être un petit peu trop pour le verre demi-plein, alors que personnellement, j'y verrais plutôt le verre demi-vide. Oui, alors justement, vous avez dit, Fred Kupferman, que Laval était plutôt un personnage messianique qu'un personnage machiavélique, et qu'il avait le sentiment de servir la France et d'être même le seul dans son camp apte à le faire. Voilà pourquoi, dans l'autre camp, il se comparait à l'autre homme qui était le seul à pouvoir sauver la France, à savoir De Gaulle. Bon, je pose une question brutale. Laval, peut-on dire que Laval ait servi la France? Vous posez une question brutale et qui appelle comme d'habitude une réponse longue que je n'ai pas le temps de vous fournir. Bon, disons ceci, Laval, sauveur de la France dans le rôle qu'il s'attribue, c'est-à-dire capable d'empêcher que la France subisse les conséquences de la guerre, globalement, ne paye pas la facture de l'occupation, n'en tire que profit et rentabilité, ce qu'il appelait la libération des prisonniers, une collaboration économique rentable pour la France, un adoucissement de telle ou telle mesure voulue par les Allemands. En ce sens, Laval ne peut pas sortir complètement vainqueur de cette bataille-là. Et bien sûr, il a non seulement des défaites, mais en plus il a pris des initiatives funestes, que bien sûr j'ai signalées dans mon ouvrage. Il les a pris dans ce qu'il appelait la cohérence d'une politique, car pour lui la collaboration était d'une part un principe pour sauver la France, auquel il croit et qu'il défend, et d'autre part une négociation permanente. C'est-à-dire que on ne se serre pas la main et on est d'accord, c'est tout le temps à refaire. C'est tout le temps à refaire, d'autant plus que les Allemands, il s'en apercevra à l'usage, sont des partenaires redoutables, pas du tout naïfs, et qui l'ont mis plusieurs fois dans leur poche. Eh bien, il recommence avec une obstination qui n'a pas toujours été payante. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en partie, il n'a pas tout perdu. C'est en ce sens que il est resté des ouvriers qui travaillaient d'ailleurs pour l'Allemagne, mais en France, que des entreprises
ont donc fait une collaboration économique qui a sauvé un certain nombre de choses qui pouvaient être sauvées, qu'il est exact qu'il a pu empêcher certaines déportations après en avoir favorisé d'autres, que l'administration, sur ces injonctions, a mené, elle, un double jeu en partie autorisé, en partie non, d'ailleurs, et donc, le voulant, ne le voulant pas, il n'a pas laissé une France en état trop tragique, sur un certain plan, en 1944, en soulignant cependant que le dernier semestre, c'est-à-dire en gros la période qui va de décembre 43 à, c'est un peu plus qu'un semestre d'ailleurs, donc à août 1944, c'est particulièrement tragique, épouvantable, et que ce dernier Laval-là, et c'est souvent la dernière image qui reste, est injustifiable. Jean-Pierre Azémar, est-ce que vous êtes d'accord avec ce bilan? Oui et non. Qu'il y ait une cohérence de Pierre Laval, oui, je le pense tout à fait aisément. Qu'il ait pu sauver un peu quelques meubles, soit. Mais je pense, globalement pour Vichy, pour Laval en particulier, quand il revient aux affaires, puisqu'il est le chef du gouvernement après d'avril 42 et qu'il a par là même pas mal de pouvoir, que ça reste... Pendant 2 ans, il a été exclu des affaires. Voilà, hein, du 13 décembre 40 au 18 avril 42. Mais là, quand il revient aux affaires avec des pouvoirs accrus qu'il demande au demeurant, je pense... Enfin, nous pouvons dire rétrospectivement, et un certain nombre, la majorité des Françaises et des Français le pensaient aussi, je crois, à l'époque, que son rôle est pour le moins, même pas ambivalent et équivoque, et comme vous venez aussi de le rappeler, ça laisse quand même un certain nombre de cadavres derrière lui. Vous dites qu'en 1944, c'est épouvantable, mais je voudrais rappeler à nos auditeurs une lettre qu'il écrit, qu'il adresse à Ribbentrop le 12 mai 1942. Et bien entendu, vous citez dans votre ouvrage, je cite très vite, hein, afin de protéger l'Europe d'une bolchevisation qui détruirait notre culture jusque dans ses bases, l'Allemagne s'est préparée à une lutte gigantesque. Le sang de sa jeunesse va couler. Je voudrais que vous sachiez que le gouvernement français ne reste pas indifférent à l'ampleur immense des sacrifices auxquels votre pays consent volontairement. Dans notre malheur, je voudrais vous dire spontanément et simplement que la France est disposée, selon ses possibilités et sans aucun ajournement, à contribuer pour sa part à vos efforts. Je souhaite en conséquence que des Français aussi nombreux que possible prennent dans vos usines la place de ceux qui partent pour le front de l'Est. Les Français sont attachés à leur sol, mais je sais qu'ils seront prêts à le quitter pour une tâche dont la signification historique et nationale leur a été démontrée. Je ferai de mon mieux dans ce sens et je vous prie de m'aider en vue de créer un terrain psychologique qui puisse faciliter mon action. C'est le 12 mai 1942.